Qui de Donald Trump ou de Kamala Harris va remporter l'élection présidentielle américaine? Le suspense est aujourd'hui à son comble alors que l'élection va se tenir mardi soir, heure des États-Unis, dans la nuit de mardi à mercredi, heure française. Mais alors, comment fonctionne cette élection? Kamala Harris et Donald Trump sont-ils les seuls candidats? Quand est-ce qu'on va connaître les résultats? Bref, à quoi faut-il s'attendre? Spoiler, tout ça pourrait prendre un peu de temps. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est donc en direct de Washington DC. C'est donc ici que l'on retrouve le pouvoir législatif, mais c'est aussi ici que le ou la nouvelle élue pour la Maison Blanche prêtera serment dans quelques mois. Alors déjà, commençons par rappeler rapidement le fonctionnement de l'élection présidentielle américaine. Contrairement à la France où les citoyens votent pour leur candidat directement lors de l'élection, les 240 millions d'électeurs américains ne votent pas directement pour le futur président ou la future présidente des États-Unis, ils votent plutôt pour des grands électeurs. Alors ça paraît complexe, mais en réalité c'est très simple, on va le réexpliquer rapidement pour ceux qui n'auraient pas forcément suivi. Chacun des 50 États américains possède un certain nombre de grands électeurs, un nombre de grands électeurs qui est plus ou moins proportionnel à la taille de la population de chaque État. Par exemple, la Californie a beaucoup plus de grands électeurs que le Nebraska. Et donc pour dire les choses simplement, les Américains votent pour des grands électeurs qui vont eux-mêmes ensuite voter pour le ou la candidate. Dans presque tous les États, ce qu'il faut comprendre, c'est que le candidat qui obtient le plus de votes remporte tous les grands électeurs de cet État. Donc par exemple, si Donald Trump l'emporte en Floride, il remportera tous les grands électeurs de la Floride, et ce, même s'il n'a qu'une voix de plus que Kamala Harris par exemple. Et donc pour remporter l'élection présidentielle américaine, un candidat doit récolter au moins 270 grands électeurs. 270, c'est vraiment le nombre à retenir pour cette soirée électorale. Au fil de la soirée, on va le voir, les candidats vont aller gagner au fur et à mesure, au fil des décomptes, donc différents États. Vous allez voir les compteurs qui vont s'additionner du côté de Kamala Harris et du côté de Donald Trump. Et donc celui qui arrive à atteindre ou dépasser le nombre de 270 sera élu président ou présidente. Bon, on en a déjà parlé, mais ce qui est un petit peu particulier avec l'élection présidentielle américaine, c'est qu'un candidat peut être élu en ayant gagné moins de voix que son adversaire. C'est le cas par exemple en 2016 lorsque Donald Trump avait obtenu moins de votes de la population que sa rivale démocrate Hillary Clinton. Certes, il avait eu moins de voix, mais comme il avait remporté plus de grands électeurs qu'elle en gagnant notamment certains États clés, eh bien il avait été élu président des États-Unis. Et pour mieux comprendre ce petit bazar et aussi les limites selon certains de ce système, je vous renvoie à la vidéo dédiée à ce sujet. On l'a publiée sur notre chaîne YouTube dédiée au grand format avec aussi nos reportages. Je vous mets le lien directement en description. Ça c'est donc pour le fonctionnement global de la présidentielle américaine. Mais alors, qui sont désormais les candidats? On va les présenter très rapidement parce que vous les connaissez. Les deux candidats principaux, c'est donc les candidats du Parti démocrate et du Parti républicain. Du côté du Parti démocrate, il y a donc Kamala Harris, qui est l'actuelle vice-présidente des États-Unis. Elle est accompagnée de son colistier, qui deviendra donc vice-président en cas d'élection de Kamala Harris. Ici, le colistier de Kamala Harris, c'est Tim Walz. C'est un ex-enseignant et actuellement homme politique américain. Du côté du Parti républicain maintenant, il y a donc Donald Trump avec comme colistier J.D. Vance, qui est un sénateur américain. Mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'il y a d'autres candidats pour cette élection présidentielle américaine. On peut citer par exemple Jill Stein, qui est candidate pour le Green Party, donc le parti écologiste, ou encore Chase Oliver, qui est le candidat pour le parti libertarien. Sauf que ces plus petits candidats, en réalité, ils n'ont absolument aucune chance de remporter cette élection présidentielle américaine. Et d'ailleurs, on peut noter que leur nom n'apparaît même pas sur les bulletins de vote de tous les États. Alors qu'est-ce qui fait que c'est quasi impossible pour eux de l'emporter? On n'aura pas l'occasion de l'aborder en détail aujourd'hui, mais c'est vraiment lié au fonctionnement en fait de cette élection, lié aussi aux besoins de financement d'une telle campagne. C'est littéralement des centaines de millions de dollars qui sont mis en jeu et investis par chaque candidat pour remporter cette élection. Le système tel qu'il est aujourd'hui et ses difficultés fait que donc il n'y a que deux partis aujourd'hui qui émergent, et c'est le cas depuis extrêmement longtemps maintenant. C'est d'ailleurs un sujet qui est apparu lorsqu'on était en Arizona cette semaine pour couvrir un meeting de Kamala Harris. On a fait face à certains électeurs qui n'approuvaient pas par exemple les positions de Kamala Harris sur la situation au Moyen-Orient. Parmi eux, certains votaient pour un candidat indépendant, tandis que d'autres votaient tout de même pour Kamala Harris parce que c'était la seule potentiellement à pouvoir l'emporter dans cette élection face à Donald Trump. Alors maintenant qu'on a dit tout ça, quand est-ce qu'on connaîtra les résultats? En réalité, même si l'élection se tiendra mardi, il est possible que l'on ne connaisse pas les résultats tout de suite et qu'ils prennent en fait plusieurs jours, voire dans certains cas plusieurs semaines pour être connus et définitifs. Il y a énormément de choses qui peuvent l'expliquer, mais il y a de nombreux électeurs qui
qui ont voté par correspondance, donc par courrier. Il y a d'autres personnes qui ont voté de façon anticipée dans un bureau de vote, donc avant le 5 novembre, qui est le dernier jour pour voter. C'était le cas d'ailleurs à Washington DC. J'ai pu l'apercevoir dimanche. On a vu des bureaux de vote qui étaient ouverts, des gens qui étaient déjà en train de voter. Le tout d'ailleurs sous une protection policière assez importante. Sauf que pour plein de raisons, le dépouillement dans les différents États peut prendre énormément de temps. Il y a aussi des résultats qui peuvent être extrêmement serrés, avec dans certains cas un besoin parfois de recompter intégralement les voix. Et d'ailleurs on peut le noter, les républicains et notamment Donald Trump estiment que le vote anticipé ou encore le vote par correspondance mène à des risques importants de fraudes électorales. En tout cas, c'est ce qu'ils avaient avancé lors de l'élection présidentielle de 2020. D'ailleurs, en 2020, vous vous en souvenez peut-être, on avait suivi tout ça à l'époque ici sur la chaîne. Tout cela avait aussi conduit à l'assaut du Capitole, justement, que vous voyez juste derrière moi, le 6 janvier 2021. À noter que sur cette élection de 2020, Donald Trump n'a jamais apporté de preuves de fraude électorale et les résultats à l'époque, malgré toutes les procédures, avaient bien été confirmés. Alors pour cette élection en 2024, le parti républicain, que ce soit Donald Trump, que ce soit son soutien Elon Musk, ont suggéré à plusieurs reprises que cette élection pourrait comporter elle aussi des fraudes. Là-dessus, on aura l'occasion d'en reparler cette semaine, mais je vous mets dès maintenant des liens en description si vous voulez creuser le sujet. Et à noter au passage que mardi soir, ce n'est pas que l'élection présidentielle américaine, c'est aussi un renouvellement du pouvoir législatif, donc ceux qui votent les lois juste derrière ici au Capitole, avec l'élection d'une nouvelle chambre des représentants ainsi que d'une partie du Sénat. Il y aura aussi parfois des élections locales, des référendums ou des élections municipales dans certains États. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la nuit de mardi à mercredi, heure française, sera absolument décisive pour les États-Unis, mais aussi pour le reste du monde. On a déjà eu l'occasion d'en parler à de nombreuses reprises. Ce qui se passe aux États-Unis aura un impact très important, que ce soit sur le Proche-Orient, que ce soit sur la guerre en Ukraine, mais aussi éventuellement sur les relations avec l'Union européenne ou encore avec la France. Pour en savoir plus, on a publié ces derniers jours 3 vidéos sur notre chaîne YouTube dédiée au grand format. Une vidéo qui explique plus en détail les limites ou en tout cas les problèmes potentiels avec ce fonctionnement de la présidentielle américaine. On a aussi réalisé un reportage à un meeting de Donald Trump, un reportage à un meeting de Kamala Harris. Ça, c'est donc sur la chaîne dédiée au grand format. Et puis sur ce format dédié aux actus du jour, ces derniers mois, on a pu évoquer de nombreuses choses, que ce soit la question du projet 2025 qui est porté par des proches de Donald Trump, que ce soit la question donc géopolitique. Là aussi, je vous mets des liens d'épisodes d'actu du jour en description. Et pour suivre les résultats, ça se passera donc sur la chaîne dédiée au grand format ou alors directement sur Instagram. On partagera la situation sur place comme on l'a fait ces derniers jours directement sur ce compte Insta. Je vous laisse avec Léa pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Le procès de l'assassinat de Samuel Paty s'est ouvert ce lundi à Paris. Ce professeur d'histoire-géographie avait été assassiné en octobre 2020 dans une attaque terroriste près de son collège situé dans les Yvelines après avoir montré des caricatures de Mahomet en cours. Concrètement, 8 personnes vont être jugées du 4 novembre au 20 décembre pour leur implication dans cet assassinat. Parmi eux, il y a 2 proches du terroriste qui a tué Samuel Paty et qui a été abattu par la police. Ils sont poursuivis pour complicité d'assassinat terroriste, ce qui est la plus grosse infraction, et encourent la réclusion à perpétuité. Les 6 autres sont jugés pour association de malfaiteurs terroristes criminels et risquent jusqu'à 30 ans de prison. À noter que 6 mineurs ont déjà été condamnés dans cette affaire fin 2023 par le tribunal pour enfants. Deuxième actu, la compagnie aérienne Air France a suspendu ce dimanche et jusqu'à nouvel ordre le survol de la zone de la mer Rouge après le signalement d'un possible objet lumineux au-dessus du Soudan, un pays situé au nord-est de l'Afrique. À noter que la mer Rouge s'étend de l'est de l'Afrique jusqu'à la péninsule arabique. En fait, une rumeur selon laquelle un missile aurait été tiré depuis le Soudan vers un avion Air France a été relayée sur X. Air France, qui n'a pas confirmé cette information, a néanmoins indiqué sur X qu'un de ses équipages pense avoir vu un objet lumineux à haute altitude dans la zone du Soudan. Air France a donc annoncé que selon le principe de précaution, le survol de la zone de la mer Rouge était suspendu. L'itinéraire de certains de ces vols a donc été modifié et certains appareils ont dû faire demi-tour. Troisième actu, en Espagne, au moins 217 personnes sont mortes dans les inondations dévastatrices qui ont touché le sud-est du pays la semaine dernière et principalement la région de Valence. Les recherches se poursuivent dans la région alors que la ville de Tarragone, dans la région de la Catalogne, plus au nord, a été touchée par de fortes pluies dans la nuit de dimanche à lundi. L'aéroport de Barcelone s'est retrouvé en partie inondé ce lundi et plusieurs vols ont été déroutés, reportés ou annulés. À noter que ce dimanche, le roi d'Espagne Felipe VI et le premier ministre Pedro Sánchez se sont rendus dans la banlieue de Valence où ils
ils ont été critiqués pour la gestion de la crise. Ils ont notamment été visés par des projectiles et traités d'assassins par les sinistrés. Quatrième actu, en Iran, une étudiante s'est déshabillée devant une université de Téhéran, la capitale du pays, pour protester contre la police des mœurs ce samedi. En fait, selon l'agence iranienne Fars, elle aurait été harcelée par les agents de sécurité de l'université qui estimaient qu'elle portait des vêtements inappropriés en classe. Elle s'était alors déshabillée devant l'université et a marché pendant quelques minutes dans la rue en sous-vêtements avant de se faire arrêter. Selon le site étudiant iranien Amir Kabir, elle aurait été battue pendant son arrestation. Alors face à ça, l'ONG Amnesty International a demandé aux autorités iraniennes de relâcher immédiatement la jeune femme et a réclamé une enquête sur les conditions de son arrestation. On suivra ça. Cinquième actu, le rappeur Nekfeu, de son vrai nom Ken Samaras, est accusé de viol, de violences psychologiques et de violences physiques par son ex-femme. C'est ce qu'a annoncé l'avocate de son ex-épouse via un communiqué publié sur X ce dimanche. Selon le document, les faits auraient été, je cite, commis durant leur relation, soit pendant près de 4 ans. L'ex-femme de Nekfeu aurait quitté le rappeur alors qu'elle était enceinte afin, je cite, de se protéger et préserver leur enfant à naître. Selon l'avocate, l'ex-épouse de Nekfeu aurait déposé plusieurs plaintes à son encontre qui ont toutes été classées sans suite et elle serait donc dans l'attente depuis plusieurs mois d'une convocation devant un commissariat pour être entendue sur les faits de violence conjugale signalés. De son côté, Nekfeu a répondu à ces accusations dans un communiqué relayé par son avocate et son manager. Le rappeur dénonce, je cite, un communiqué entièrement mensonger et diffamant. Selon lui, ces accusations ont déjà été classées sans suite par la justice. Il ajoute notamment que les accusations de son ex-femme interviennent au lendemain de son interpellation pour la disparition inquiétante de leur fils. Selon le Parisien, l'ex-femme du rappeur fait l'objet de poursuites pour non-représentation d'enfants, donc pour ne pas avoir remis à plusieurs reprises leur enfant à son père alors qu'il en avait la garde. Elle sera jugée pour ces faits en janvier 2025. On vous tiendra au courant de la suite de cette affaire. Sixième actu, TikTok a été assigné en justice par 7 familles en France, une première en Europe. Ces familles, qui se sont réunies en collectif, accusent TikTok d'avoir exposé leurs enfants à des contenus qui les ont mis en danger. Alors le point de départ de cette affaire, c'est le suicide de 2 adolescentes de 15 ans. Les parents accusent l'algorithme du réseau social chinois d'avoir accentué le mal-être de leur enfant en ne censurant pas le contenu lié à l'automutilation, au suicide ou encore aux troubles alimentaires. Leur objectif, c'est donc de faire reconnaître la responsabilité de TikTok dans la dégradation de l'état de santé mentale et physique des jeunes. À noter que les parents de l'une des 2 adolescentes qui se sont suicidées ont déposé plainte l'an dernier au pénal. Et on finit avec cette actu culturelle. L'auteur franco-algérien Kamel Daoud a remporté le prix Goncourt pour son roman Houri, paru aux éditions Gallimard en août dernier. Le prix Goncourt est le plus prestigieux des prix littéraires français. Ce roman retrace l'histoire d'une jeune femme enceinte qui est une survivante de la décennie noire en Algérie, une période de guerre civile qui s'est tenue entre 1992 et 2002. Toujours ce lundi, l'auteur et rappeur franco-rwandais Gaël Faye a remporté le prix Renaudot, un autre prix littéraire, pour son roman Jacaranda sur la reconstruction du Rwanda après le génocide de 1994. Merci beaucoup Léa pour ces actualités en bref. Voilà donc pour les actualités aujourd'hui. Merci pour votre confiance. Rendez-vous donc sur Instagram pour suivre la soirée électorale. Le nom du compte, c'est Hugo Décrypte. Rendez-vous aussi directement sur notre chaîne YouTube dédiée au grand format que je vous mets en description. Pensez à vous abonner. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches et puis on se dit à demain.